Vous êtes à la source de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir. Les grandes articulations. À l'hémicycle, séance plénière de ce jeudi, les conseillers nationaux autorisent la ratification de 3 accords de financement, des accords avec le même objectif, rehausser les conditions de vie des populations à la base. Pendant ce temps, nous avons décoré concertation des acteurs des filières bétail, viande et porcine, des réflexions pour mettre en place des interprofessions et une manière de coordonner leurs activités pour le développement de l'élevage. Dingirai, tournoi doté du chef de l'État, c'est la 4e édition cette année. Les hostilités sont lancées, un rendez-vous footballistique qui regroupe la commune urbaine et les 7 sous-préfectures. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Amélioration des conditions de vie des populations à la base, c'est l'aboutissement de 3 accords de financement. Leur ratification est autorisée par les conseillers nationaux. C'est le résultat de la session du jeudi du Conseil national de la transition. Robert Silitolo, compte rendu. Après l'étape des travaux en commission, c'est au tour de la plénière de prendre le relais. L'autorisation de ratification de 3 accords de financement a retenu l'attention des conseillers nationaux présents. Le premier porte sur l'accord de financement pour la réalisation de la phase 2 du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée, PAAEG, conclu avec l'Association internationale de développement IDA. L'adoption de ces financements devrait permettre de répondre aux besoins en infrastructures énergétiques des zones à faible taux d'accès d'une part et d'autre part de pallier les insuffisances institutionnelles des acteurs du sous-secteur. Les localités concernées par ce projet sont Mamou, Dalaba, Pita et Labi, ainsi que l'ensemble des localités rurales traversées par le couloir de la ligne Mamou-Labi. 26 localités rurales seront dotées de mini-réseaux électriques hybrides dans les sous-préfectures relevant des préfectures de Gawal, Farana, Kankan, Kissidougou, Gekedou, Macenta, Yomou, Lola et Zérekouri. Le deuxième accord concerne la ratification du financement du projet de construction d'une centrale thermique de 40 MW à Kankan. Le premier accord qui concerne la centrale de Kankan de 40 MW et qui permet l'électrification d'une panoplie de localités permettra d'accélérer l'accès à l'électricité dans ces zones. Vous avez aussi le deuxième accord, non des moindres, le PAEC 2, qui permettra aussi d'accélérer l'électrification des régions, en commençant par Kindia, Mamou, Dalaba, Pita. La plénière a aussi permis l'examen et l'adoption des accords relatifs au projet Guinée-Conquis, pêche et aquaculture. Ils sont respectivement conclus entre la République de Guinée, l'Agence de développement AFI, l'Association internationale de développement IDA, ainsi que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD pour un montant total de 128 millions de dollars américains. Conquis Pêche, c'est un projet structurant qui va nous permettre de construire beaucoup d'infrastructures de pêche et toute la chaîne de valeur, d'essayer de doter de chaque région naturelle d'un pôle aquacole qui pourra servir les entrepreneurs locaux et les populations, les communautés de pêcheurs, afin que même la conservation de l'environnement et la pêche soient conciliées. Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, s'est félicité de la mobilisation autour de l'examen et l'adoption de ces différents accords de financement. Il a appelé au suivi et évaluation de ces accords sur le terrain dans l'intérêt supérieur de la nation. Parallèlement à la primature, le chef du gouvernement échange avec ses prédécesseurs, une rencontre devenue tradition. La démarche est placée sous le signe du dialogue, de l'écoute et du partage d'expériences. Objectif, renforcer la cohésion nationale et consolider la gouvernance. Ousmane Bangoura. Au palais de la Colombe, le Premier ministre Amadou Ouriba a réuni autour de lui plusieurs anciens chefs de gouvernement. Une rencontre placée sous le signe du dialogue et de la concertation républicaine, destinée à recueillir leurs expériences et avis sur les grands défis moments. Dans une ambiance empreinte de respect et de cordialité,
Des échanges ont porté sur la situation politique, économique et sociale du pays, avec un appel commun à la préservation de la paix et de la cohésion nationale. Nous avons passé en revue la situation actuelle du pays, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan de la préservation de la paix. Nous nous sommes donné des conseils suffisamment constructifs. Nous avons été heureux que M. le ministre nous ait informé également des phases ultérieures concernant la marche du pays et aussi qu'il ait pris en compte les suggestions que nous lui avons faites de façon à ce que tout se passe de la meilleure façon possible. Nous souhaitons que la Guinée continue cette phase ascensionnelle dans le cadre des élections et que réellement le peuple de Guinée puisse bénéficier de cette dynamique de compréhension que nous vivons actuellement. Cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui prône le dialogue inclusif et la concertation permanente autour des priorités nationales. Elle traduit la volonté du chef du gouvernement d'impliquer toutes les intelligences du pays dans la recherche de solutions durables pour la stabilité et le développement. Un signal fort d'unité et de responsabilité collective pour une Guinée plus forte, plus solidaire et résolument tournée vers l'avenir. Qualification du système éducatif. Le projet PREPEF est mis à contribution. Des kits ludiques et matériels sanitaires sont remis au ministre Jean-Paul Sédi. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement, un geste de la Banque mondiale qui va positivement impacter 566 écoles à l'échelle nationale. Abdulaziz Baldé. Investir sur l'avenir des enfants, c'est aussi garantir une éducation durable. Après 4 années d'exercice en Guinée, le projet pour le résultat au préscolaire et à l'enseignement fondamental PREPEF a réalisé plusieurs activités éducatives, parmi lesquelles la construction et l'équipement de plus de 566 classes préscolaires. Aujourd'hui, devant les membres du gouvernement, il clôture ses activités en apothéose avec une remise de documents pédagogiques, des kits ludiques et du matériel sanitaire au ministre des tutelles. Ces gestes, au-delà de sa portée symbolique, vise à renforcer la capacité du système éducatif guinéen et à appuyer la mise en œuvre effective de la politique nationale de l'éducation préscolaire avec l'appui du même projet. Ces matériels permettront aux bénéficiaires de travailler de manière plus autonome, motivante, efficace. Ces différents kits sont destinés à plus de 18 000 enfants de moins de 5 ans. Le programme vise à faire en sorte que toutes les filles et les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance. La classe primaire est un défi nouveau dans le sous-secteur de l'éducation préscolaire qui doit en une année aider à développer chez tous les enfants un profil similaire à celui qui est attendu des enfants des autres dispositifs de l'éducation préscolaire, notamment les écoles maternelles et les centres d'encadrement communautaire. Le gouvernement guinéen accorde une place de choix aux questions de l'éducation préscolaire à travers le programme décennal de l'éducation PRODEG, une initiative soutenue par les partenaires techniques, notamment la Banque mondiale. Nous nourrissons, Monsieur le ministre, l'espoir que ces acquis seront maintenus et consolidés. Et on réaffirme notre engagement à accompagner la Guinée dans son processus de développement du secteur de l'éducation. Dans ce projet, ce sont 566 classes du préscolaire qui sont mises à la disposition avec le matériel pédagogique essentiel. Plus de 1000 animateurs qui ont été formés. Il revient à la communauté, aux éducateurs désormais, de mener à bien de traduire tout cela en acte de formation et d'éducation des plus petits. Le projet PREPEF a aussi permis d'élaborer du curriculum de la classe pré-primaire et son guide pédagogique, ainsi que les modules de formation des éducateurs. Au chapitre éducation toujours, ouverture des journées scientifiques de l'Académie des sciences, un événement placé sous l'autorité du chef de l'État. C'est la première édition cette année. L'accent est mis sur la promotion des langues nationales et de la culture guinéenne. Mounir Bari. Organisé par la Direction générale de la recherche scientifique, cet espace d'échange et de co-construction vise à insuffler un nouveau dynamisme à la recherche nationale. L'objectif affiché est clair, vulgariser les travaux scientifiques, favoriser leur exploitation et promouvoir une recherche au service du développement du pays. Un séminaire de renforcement de capacités du personnel administratif, mais ensuite un séminaire aussi qui
favorisera la mise en place et l'élaboration des plans stratégiques de développement de ces institutions de recherche scientifique. L'état de la recherche scientifique est un miroir dans lequel se reflète et se prédit l'avenir de tout système éducatif. Puissions-nous, à travers nos efforts conjoints, renforcer ces miroirs et bâtir un avenir plus favorable pour la recherche et l'innovation en Guinée. C'est notre espoir. Le conclave de Conakry mobilise tous les responsables et personnels des centres de recherche et de documentation du territoire. Ensemble, ils discutent de voies et moyens pour intégrer la recherche aux priorités nationales et bâtir des programmes adaptés aux réalités économiques, sociales et environnementales. C'est de construire, de co-construire avec nos collègues l'avenir de notre unité. J'entends par unité notre centre de recherche. Comment on fait pour que le CEREMAC existe dans 20 ans, 30 ans en performance, l'IREC et d'autres centres de recherche que je vois ici. C'est ça la co-construction. Parallèlement, le ministre travaille à la relance des écoles doctorales et à la valorisation des résultats de recherche pour une recherche guinéenne plus compétitive, éthique et tournée vers les priorités du développement national. À travers la fondation Dupont Children for Charity, plusieurs enfants défavorisés retrouvent le sourire. C'est le cas de l'orphelinat Hakuna Matata de Dabompa. Il bénéficie d'un important lot de fournitures scolaires. Makemedozo. C'est un geste de solidarité qui redonne le sourire à de nombreux enfants. La fondation Dupont Children for Charity poursuit son engagement en faveur des plus démunis en apportant un soutien aux orphelinats de la capitale. Cette fois, pour son troisième don, c'est l'orphelinat Hakuna Matata de Dapompa qui a bénéficié d'un important lot de fournitures scolaires. Notre vision s'inscrit effectivement dans cette logique d'accompagner les enfants. Donc c'est notre troisième activité. Nous avons pensé aux enfants, notamment à Hakuna Matata, appelée la maison du bonheur. Donc c'est encore une fois, nous nous inscrivons dans cette logique parce que cette dame, elle fait beaucoup pour la jeunesse guinéenne. Un geste qui a profondément touché les pensionnaires de la Maison du Bonheur, reconnaissant de cette aide précieuse. Merci aux donateurs. J'ai aimé le cadeau. Ça va me permettre de bien étudier en classe car j'ai les fournitures que j'avais besoin. Ça nous va droit au cœur parce que nous, on a actuellement plus de 100 enfants ici à l'orphelinat. J'ai 80 enfants qui ont été inscrits à l'école. Donc évidemment, on a besoin de toutes les personnes de bonne volonté. Donc ça va beaucoup nous aider. Depuis sa création il y a juste un an, la fondation Dupont Children for Charity place l'éducation au cœur de ses actions. Son objectif est de soutenir l'apprentissage, offrir des opportunités et réduire les inégalités sociales. Commune de Ratoma, dans les établissements scolaires, le civisme et la morale seront renforcés selon les autorités locales. Un guide est disponible, place à la dissémination. Première étape, l'école primaire de Kipé, ce sont des explications faites aux élèves et encadrants sur l'importance de ces thématiques. Moussa Bangoura. Pour la promotion du civisme et de la morale, un guide est expérimenté par la mairie de Ratoma. Ici, à l'école primaire Kipé 2, l'autorité locale vient expliquer le contenu de ce document éducatif. Un document où plusieurs textes sont détaillés, à savoir le respect des symboles de la République, les droits et devoirs des enseignants, élèves et parents d'élèves, l'hygiène et l'importance de la paix en milieu scolaire. Travaillant sur le comportement de nos enfants, de nos élèves, nous avons pensé qu'il fallait se référer à un document qu'on appelle le guide de civisme et de la morale pour pouvoir aider les encadrants à avoir un outil d'accompagnement des enfants, mais aussi pour que les enfants s'approprient, il fallait un document. Nous avons des élèves maintenant qui apprennent, qui comprennent, en les intimant à suivre ce qu'on appelle suivisme moral. Je suis sûr et certain qu'ils vont accepter d'aller avec. À travers cette remise de lot de recueil, les responsables éducatifs annoncent la formation des formateurs au sein des établissements scolaires publics pour une meilleure compréhension de tous. Je vais avoir un œil très particulier sur ce thème qui est d'une importance capitale, le civisme. Nous commençons par 150 enseignants et à l'issue de ça, il y a d'autres qui vont suivre la même formation. Lorsque les élèves viennent à l'école,
Ils viennent pour apprendre la connaissance, mais ils viennent aussi pour être éduqués, pour apprendre le savoir-vivre et le savoir-être. Donc, nous comptons sur eux pour qu'ils soient des relais dans leur famille. Les jours à venir, d'autres écoles de la commune seront touchées par cette activité. L'idéal est de former les enseignants et les élèves pour transformer la communauté. Un peu plus loin, Nzélékoré, concertation des acteurs des filières bétail, viande et porcine, un cadre d'échange pour la mise en place des interprofessions. Il est question désormais de coordonner leurs activités pour le développement du secteur de l'élevage. Noumousso Diakité. Ces acteurs des filières bétail, viande et porcine de la région forestière vont échanger pendant 3 jours sur les enjeux de ce secteur important pour l'économie nationale. Au centre des débats, les défis à surmonter, les opportunités à saisir et les mesures à prendre pour favoriser le développement de ces filières. Le ministère de l'Élevage accorde une grande importance aux travaux relatifs à l'état des lieux des organisations professionnelles. Il est évident que la tenue de cet atelier constitue le meilleur moyen de rassembler les acteurs, d'échanger sur les enjeux majeurs qui faciliteront la mise en place des interprofessions dans le but de promouvoir la production locale. Selon les participants, cet atelier permet de faire un diagnostic et de progresser vers un élevage moderne et intensif. Étant donné que l'élevage est une activité économique, il est mieux que les acteurs soient bien structurés pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de production. Et qu'à l'issue de ça, des contrats programmes soient élaborés afin que l'État puisse aussi accompagner, appuyer sur les différents axes d'orientation stratégique pour le développement de la filière. Le ministre de l'Élevage encourage la structuration de ces filières afin de bénéficier de l'appui de l'État, de promouvoir la production locale et d'assurer la pérennité de la filière. Nous devons donc aller vers une industrialisation du secteur de l'élevage. Et pour ce faire, nous avons besoin d'avoir cette interprofession en place. Et que chaque acteur sur la chaîne de valeur puisse jouer convenablement son rôle. Nous devons nous assurer d'avoir pour les acteurs des zones de pâturage. Nous devons préserver aussi notre environnement à travers un élevage responsable et respectueux de notre environnement. Les conclusions de l'état des lieux organisationnels des filières bétail, viande et porcine aident à mettre en place des moyens de coopération entre les différents acteurs pour assurer le bon fonctionnement de ces filières. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, pose de la première pierre de la paillote, c'est au quartier Cameroun dans la commune de Lixine, un site emblématique qui sera entièrement reconstruit à travers le département de la culture. Les travaux sont lancés par le ministre Djiba Diakité. Parmi les personnalités présentes, le ministre secrétaire général de la présidence, adjudant-chef Aboubakar Kamano de la presse militaire. En droite ligne avec les aspirations et les ambitions du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui œuvre pour la valorisation du patrimoine culturel national et pour redorer l'image des villes du pays, à travers un aménagement urbain moderne et durable, l'État, à travers le ministère de la Culture et de l'Artisanat, a entrepris la réhabilitation de la Paillote, un espace culturel emblématique et symbolique, vivant du riche héritage artistique de la Guinée. La cérémonie officielle de la pose de la première pierre de la reconstruction de la Paillote a eu lieu ce vendredi 31 octobre 2025. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040 dans son deuxième pilier, éducation et culture. Ce projet est la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Et ce projet démontre également la matérialisation de la synergie d'action au sein du gouvernement du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Ça démontre aussi le réveil et le nouveau souffle que notre pays est en train de prendre dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme stratégique, à travers la construction des infrastructures, l'amélioration de la réalisation des équipements urbains et périurbains. Avant le 5 septembre, ces sites avaient été octroyés pour d'autres fins, mais grâce à l'engagement du chef de l'État
de continuer à préserver notre histoire, de poursuivre l'œuvre de nos ancêtres. Il a instruit au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat que ce site a été toujours la paillote et qu'il voudrait que cet engagement de l'État puisse être observé. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. La nouvelle paillote accueillera aussi des résidences d'artistes, des studios de répétition, un musée du patrimoine musical, un espace d'exposition et une scène modulable capable de recevoir aussi bien des ballets traditionnels que des concerts contemporains. L'entrepreneur ici présent s'est engagé à nous livrer notre nouvelle paillote en 8 mois. Ainsi, cet endroit redeviendra ce qu'il a toujours été, le centre névralgique de la vie culturelle nationale, le miroir du génie guinéen et la vitrine de notre modernité. Ce projet majeur s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la culture et de l'éducation le deuxième pilier stratégique du programme national de développement Simandou 2040. Placé sous le haut patronage du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de Simandou, Giba Diakité, la cérémonie a mobilisé plusieurs grandes personnalités, notamment le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, des membres du gouvernement, d'anciens ministres de la culture, ainsi que des opérateurs, acteurs et administrateurs culturels, dont de nombreux artistes et cadres du département en charge de la culture et de l'artisanat. C'est un honneur de présider la présente cérémonie consacrée à la renaissance de la paillote, un lieu mythique de notre histoire culturelle, témoin privilégié de l'âge d'or de la musique guinéenne. Ce lieu, ce n'est pas seulement un espace culturel, c'est aussi un repère historique, un trait d'union entre les générations. C'est ici que les légendes telles que Bembea Jazz National, Bara et ses baladins, Keretigi et ses tambourini, ou encore le Horea Band, ont façonné l'identité musicale de notre pays et porté la voix de la Guinée sur les plus grandes scènes du monde entier. En décidant de réhabiliter la paillote, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya a inscrit un geste fort dans l'histoire, celui de réconcilier la mémoire d'hier et celle d'aujourd'hui, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, en assumant notre souveraineté politique et économique. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire notre souveraineté culturelle également, pleinement assumée. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, voulu et porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce programme visionnaire fait de l'éducation et de la culture un deuxième pilier stratégique du développement national de la Guinée pour au moins les 15 prochaines années. En plaçant la transmission des savoirs, la valorisation du patrimoine, le renforcement de l'identité guinéenne au cœur de la construction de notre souveraineté nationale, au cœur le capital humain, avec l'éducation et la culture. Aucune transformation durable ne saurait s'accomplir sans une culture vivante, capable de fédérer les consciences, d'inspirer les jeunes, de renforcer la cohésion nationale. La paillote, dans sa nouvelle vie, portera cette ambition. Elle sera à la fois un espace de mémoire et d'innovation, un laboratoire de création et de transmission, où se rencontrent l'ancien, le nouveau, les maîtres d'hier et les talents de demain. En la reconstruisant, nous reconstruisons aussi le fil de notre récit national, celui d'un peuple fier, créatif
résilient et tourné vers l'avenir. Nous serons un engagement des nations, celui de préserver nos racines, la culture de nos ancêtres, pour nourrir nos ambitions, celui de transmettre aux générations futures non seulement un lieu, mais un symbole, celui de l'excellence, de la créativité et de l'unité. Après un discours prononcé avec brio, le ministre Guiba Diakité a procédé à la pose de la pierre angulaire de l'édifice. Officiellement invités à prendre part à cette cérémonie, les anciens ministres de la Culture ont mis l'occasion à profit pour exprimer leur reconnaissance envers les autorités. À leur tête, le chef de l'État. L'équipe qui a eu l'initiative de recréer, de reconstruire cet espace a tous les mérites. Parce que nous étions complètement découragés. On pensait que la culture était abandonnée. Mais ce geste est un geste très fort. Et l'on dit, en posant la première pierre de cette reconstruction, c'est moins une affaire de culture qu'une affaire d'engagement de toute une nation à respecter son histoire. On est très content d'assister à cette cérémonie. C'est le lieu pour nous ici de remercier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour cette belle initiative, parce que véritablement c'est un ballon d'oxygène offert au monde de la culture pour que ce temple de la culture renaisse de ses cendres. Nous sommes très heureux, nous sommes reconnaissants de cela. Aujourd'hui, nous sommes à la paillote et la paillote va être rénovée, n'est-ce pas, sous le leadership du ministre Moussa Moïse Zila. Nous sommes très heureux en tant qu'ancien ministre de la Culture, mais aussi en tant qu'administrateur culturel. C'est une fierté pour nous et je crois que cet acte symbolise parfaitement le slogan « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble ». C'est un acte majeur de restauration des valeurs de la culture guinéenne, car la paillote est un des éléments fondateurs de cette volonté de ressusciter, de revaloriser, de redynamiser notre culture. J'avoue que je suis très heureux de voir que les hommes ont pris conscience de la richesse de ce patrimoine, car à un moment donné, on avait entendu que cela allait partir ailleurs, et retrouver la paillote rénovée, réhabilitée, agrandie, c'est vraiment un sentiment de noble fierté et de profonde reconnaissance. La pose de la première pierre de la reconstruction de la paillote, tout comme d'autres grands actes posés en faveur de la culture guinéenne, vient renforcer les artistes et nostalgiques du riche passé culturel de notre pays. Présents pour la circonstance, ils ont exprimé leur joie et leur fierté, tout en évoquant les souvenirs et les valeurs qu'incarne cet espace culturel. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là et d'être témoin, n'est-ce pas, de cette relance du centre culturel La Paillote. Je remercie les autorités de notre pays, à commencer par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a accepté de relancer La Paillote, qui est vraiment un lieu mythique pour tous les hommes de culture de notre pays. Merci beaucoup. Merci au ministre Moussa Moïse Zila qui a porté ce projet et merci à tout le gouvernement et pour que La Paillote soit vraiment une réalité parce qu'on était malade sans La Paillote. Maintenant on renaît avec la réhabilitation de La Paillote. C'est un symbole, La Paillote. Je dirais même que c'est l'un des plus grands témoins de l'histoire culturelle de notre pays. Parce que déjà, il a existé au temps colonial sous l'appellation de la plantation. Ensuite, à l'indépendance, le gouvernorat de commun accord de Conakry et le ministre Tibou Tunkara ont trouvé cet espace qui était abandonné. Donc, ils l'ont fait baptiser grâce à Jean Fanga, qui était un musicien aussi, qui accompagnait le ministre. Il y avait 3 paillotes abandonnées. Il dit non, mais monsieur le ministre, c'est pas compliqué.
Vous voyez, on a 5 paillotes ici. Donc on va l'appeler la paillote. Alors ça a été posé au gouvernement et ça a été agréé. Donc depuis 58, après l'ère coloniale, ça s'appelle la paillote. Et deuxième chose, c'est ici que l'Orchestre national, que le Tigre s'est tambourini, grâce encore à la Première République, cet espace leur a été octroyé. Alors depuis qu'ils ont eu cet espace, c'est là qu'ils ont évolué. Alors au moment où, et de l'autre côté, au Jardin de Guinée, il y avait l'orchestre Bala et ses baladins. Alors quand le Bembé Jazz a été nationalisé, il y avait que 2 espaces pour 3 orchestres nationaux. Le Horea Band s'est ajouté, il y a eu 4 espaces. Alors ils ont fait un système de rotation. Chaque fois que un orchestre faisait un mois, il allait au jardin. Et le Bembé venait à leur place, ainsi de suite le Horea Band aussi venait. Donc finalement, tous les orchestres nationaux jouaient là. Et même quand il y avait les grands festivals, par exemple, j'ai en mémoire l'arrivée du hockey jazz avec 7 tonnes de matériel de musique. Il n'y avait que le palais du peuple qui voulait l'abriter, mais ils ont trouvé un espace ici. Ils ont pu installer les 7 tonnes de matériel et nous avons vécu une soirée, c'était en 1972, extraordinaire. Déroulée dans une ambiance conviviale et chaleureuse, la cérémonie a été marquée par la prestation de plusieurs formations orchestrales. Outre cette animation musicale, un film documentaire retraçant les témoignages de grandes figures de la culture guinéenne a également été projeté, rappelant ainsi l'importance historique et symbolique de ce lieu mythique. Beau réveil culturel et artistique. À l'image de la Paillote à Kenya, le centre frigorifique de marché de poissons sera entièrement rénové aussi. La pose de la première pierre est officielle. La démarche s'inscrit dans la politique de modernisation des infrastructures de conservation des produits de la pêche. Legacy Mouba. Dans l'enceinte du marché à poissons de Kenya, l'événement marque une étape importante pour les acteurs de la filière. Le centre frigorifique, le hall de vente de poissons et le bloc administratif seront entièrement réhabilités. Ce pour accroître la chaîne de froid et améliorer la qualité des produits destinés à la consommation locale et à l'exportation. Ce projet est une réponse concrète aux attentes légitimes des pêcheurs, des mareyeurs, des commerçants, des consommateurs et des collectivités locales. Il traduit la volonté du gouvernement d'agir développement inclusif, durable, équilibré du secteur porteur croissance économique comme celui du secteur de la pêche. En prenant cette pierre aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement collectif à bâtir une forte, moderne et solidaire, une Guinée qui valorise ses ressources, qui investit dans les infrastructures et qui place l'humain, le travail et la dignité au cœur de son développement. Ce projet de rénovation comprend la remise à niveau des chambres froides, l'installation d'équipements de conservation performants ainsi que la formation du personnel technique. Les travaux sont financés par le programme d'appui à la pêche artisanale Guinée PAPAG avec l'appui des partenaires techniques du ministère de la Pêche. Le marché accueille 2000 fois par jour. Ce projet positionnera le marché à poisson de Kenya comme un peu raisonnable de la référence de l'exploitation de la vente du poisson. Nous saluons cette initiative. Avec la rénovation du centre, nos produits seront mieux conservés et nous pourrons travailler dans de meilleures conditions. Une fois achevés, ces travaux devraient contribuer à renforcer la compétitivité du secteur halieutique guinéen ou encore à améliorer les revenus des acteurs à la base. Au même moment, on s'intéresse à la sécurisation du littoral. Le gouvernement appuie techniquement la marine marchande. Une vedette de patrouille vient grossir la flotte de cet important service de l'État. Les premiers essais se sont effectués du côté de Kamsar. Suleiman Kamara revient sur cette manœuvre. Une étape majeure vient d'être franchie dans le renforcement de la sécurité maritime en Guinée. Le directeur général de la marine marchande, Paul Moussa Gawara, était à Kamsar ce week-end pour la mise à l'eau d'une nouvelle vedette de patrouille. C'est la première fois, il faut le dire, et que la marine marchande
soit doté d'une vedette qui va permettre à l'institution qui a en charge la gestion de l'administration maritime d'être outillée pour surveiller l'espace maritime, contrôler conformément à ses attributions et à ses missions. Cette acquisition s'inscrit dans un plan plus large de modernisation et d'équipement de la marine marchande, initié par le ministère du Transport sous l'impulsion du gouvernement. L'objectif, sécuriser les eaux territoriales, protéger les navires marchands et prévenir tous les trafics. Cette vedette nous permettra vraiment de surveiller le corridor nord, ici à Kamsar. Nous remercions évidemment monsieur le directeur national, Paul Moussa Diawara. Franchement, nous sommes en joie. Nous ne disposons actuellement d'aucun moyen de transport pour assurer les patrouilles dans nos eaux, notamment en cas de naufrage. Si la marine marchande a déjà acquis une vedette, nous pourrions solliciter son appui au bénéfice de la communauté. À travers cette mise en service, la Guinée affirme avec force sa détermination à protéger son espace maritime et à garantir la sûreté des activités économiques liées à la mer. Une avancée concrète qui illustre la propriété accordée par les autorités à la souveraineté et à la sécurité nationale. Au ministère des Mines, l'entreprise Alteo Raffinerie de Guinée présente son plan d'étude de faisabilité bancaire aux techniciens en préalable à la construction du projet de raffinerie de la dite entreprise. Des recommandations sont faites par le département des tutelles. Bakary Bamba Kondé. La valorisation de la bauxite guinéenne franchit une étape décisive. Ce matin, Alteo Raffinerie Guinée a présenté au ministère des Mines et de la Géologie une étude de faisabilité bancaire pour son ambitieux projet de raffinerie d'alumine. Ce projet qui vise à transformer la bauxite guinéenne sur place représente un tournant stratégique pour l'industrialisation du pays et la valorisation de ses ressources naturelles. Alteo est une vieille maison, parce que c'est la raffinerie la plus ancienne au monde, parce que nous avons 130 ans, et c'est, je dirais, la concrétisation de deux dynamiques, puisque le président Mamadi Doumbouya a souhaité que la bauxite guinéenne soit davantage valorisée en Guinée. C'est une volonté présidentielle. Simultanément, l'industrie française et plus largement l'industrie européenne a besoin d'alumine. Le projet atteint une étape, je dirais, critique, puisque maintenant on a présenté en détail la manière dont nous proposons de construire cette raffinerie. L'étude de faisabilité bancaire a été élaborée sur une période de 30 mois, impliquant une équipe de 250 experts guinéens et étrangers sur place et à l'international. Elle a identifié les principaux risques associés au projet, notamment les risques techniques, environnementaux et économiques, et a proposé des stratégies d'atténuation. Les techniciens ont apporté des questions, observations et des amendements. Donc nous invitons Alteo à prendre en compte ces observations et ces amendements dans la prochaine étude que Alteo va essayer d'envoyer au ministère des Mines pour réexaminer encore une deuxième fois. Et nous les invitons à respecter les engagements qui seront dans l'étude de faisabilité. Cette présentation de l'étude de faisabilité bancaire marque ainsi une avancée significative vers la concrétisation du projet qui pourrait transformer le paysage industriel et économique de la Guinée. Et puis, cette initiative gouvernementale, Semaine du soldat, remise officielle du portrait de feu Famara Keïta, premier secrétaire d'État à la présidence chargée de la défense nationale et le parti de l'histoire de la Guinée, mise à la connaissance de la nouvelle génération. Plus de détails avec adjudant-chef Omar Kamara de la presse militaire. Feu Famara Keïta, l'un des pères fondateurs de l'armée guinéenne, compagnon de l'indépendance et membre du bureau politique national du PDGRDA sous le premier régime, fut également premier secrétaire d'État à la présidence de la République chargé de la défense nationale. Pour un devoir de mémoire, son portrait est présenté aux autorités militaires, suivi d'une projection vidéo relatant son parcours. Un moment solennel rehaussé par la présence de la hiérarchie militaire, les membres de sa famille, des compagnons d'armes et plusieurs autres invités
Une mise à disposition rendue possible grâce à la collaboration entre la famille de l'illustre défunt, la direction de l'information et des relations publiques des armées d'Urpa et la direction générale des archives et du patrimoine historique des armées. Famara Keita figure parmi ces fils guinéens qui aujourd'hui l'histoire donne raison pour les chemins tracés et qui aujourd'hui donnent la fierté à la Guinée sur le continent africain. Je m'engage à contribuer, à documenter et à conserver de manière efficiente selon les règles de l'art tout ce que la famille Keita va nous remettre en commençant par cette photo. Né à Molota en 1924, Mfamara Keita fut l'un des premiers maires de la ville de Kindia avant d'occuper d'autres fonctions ministérielles. Pour sa famille, cette cérémonie est une reconnaissance de la hiérarchie militaire en faveur de l'homme. Mfamara Keita appartient désormais à la mémoire de toute une nation. Et si son visage rejoint aujourd'hui le musée des armées, c'est pour rappeler, comme le dit si bien le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, que nous devons nous inspirer du passé pour construire le futur ensemble lors des célébrations de notre fête d'indépendance depuis 3 ans maintenant. Cet hommage s'inscrit pleinement dans cette vision, reconnaître les bâtisseurs d'hier pour que la jeunesse d'aujourd'hui sache d'où vient sa force et où elle doit aller. À l'occasion de cette cérémonie, invités et compagnons d'armes ont vivement remercié les autorités militaires pour cet acte qui illustre parfaitement la vision de la refondation prônée par le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Cette reconnaissance est bien fondée. Elle est légitime, car mon grand frère, Famara Keita, fut un cadre patriote. Depuis belle lurette, le ministère de la Défense nationale inscrit la célébration des anciens dans son agenda à travers les activités planifiées dans le cadre de la semaine du soldat de chaque année. Le représentant du ministre de la Défense nationale salue cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique de valorisation des pionniers de l'armée guinéenne. Au nom de M. le Président de la République, pour remercier très sincèrement la famille qui a effectué cette démarche pour faire le dépôt de ce portrait. L'apport de l'homme à la création de l'armée guinéenne trouvera sa place au sein du musée des armées. Désormais, ce portrait du premier secrétaire d'État à la présidence chargé de la défense nationale sera exposé au musée des forces armées guinéennes pour servir de référence à la nouvelle génération. C'est à la mode. Durant le mois d'octobre qui s'achève, lutte contre le cancer, le sport est privilégié, en témoigne le coup d'envoi de la 5e édition du Wellness Day. Ce sont les signes du bien-être et de la solidarité, occasion également de faire des dépistages gratuits. Son Assagno explique. Chaque année, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer. Ce week-end, Conakry a vibré au rythme du Wellness Day 2025. Organisé par l'ONG Amali et le Wellness Fit Club pour sa 5e édition placée sous le signe du bien-être et de la solidarité, un véritable cri d'espoir et de courage contre le cancer du sein. L'événement du 22 novembre 1970, symbole de résistance nationale. Nous honorons toutes ces femmes qui, dans l'ombre, résistent à la maladie avec la même bravoure que nos héroïens. En Guinée, cette maladie frappe nos mères, nos soeurs, nos amis. C'est pourquoi cette journée est placée sous le signe de la prévention, de la santé et de la solidarité. J'ai tout de suite compris que vous avez compris pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que vous savez que le cancer du sein est un tueur silencieux. Dès les premières heures, des centaines de participants ont répondu présents. Leur objectif, bouger, respirer et promouvoir la santé à travers le sport et la lutte contre le cancer du sein. L'événement aujourd'hui, non seulement on promouvoir le bien-être à travers le sport, mais à travers des messages de sensibilisation aussi, nous sommes là. Quand on sait que nous avons quasiment 9000 cas qui se déclarent, sur les 9000 cas, 6000 décès,
c'est énorme. La meilleure façon de se protéger contre ces cancers, c'est d'avoir une alimentation saine et aussi pratiquer du sport. Donc quoi de plus normal que de venir faire un peu de fitness. Dans une ambiance à la fois festive et émouvante, l'UNSD rappelle que le sport unit, le dépistage protège et la solidarité guérit. Dans la préfecture de Kindia, les centrales hydroélectriques sont en pleine rénovation. Le ministre Namori visite le chantier des infrastructures énergétiques qui rappellent la coopération entre la Guinée et l'ex-Yougoslavie. Nabi Kamara. Poursuivant les visites des services relevant de son département, le ministre de l'Énergie était dans les centrales hydroélectriques des grandes Chites, Banea, Donkea et Garafri dans la préfecture de Kindia. Des centrales qui sont presque toutes en chantier de rénovation de leurs installations, notamment les tribunes. Nous avons engagé la rénovation et la réhabilitation de certains compartiments des équipements qui sont obsolètes et qu'on ne trouve plus de pierres de rechange parce que c'est des centrales depuis, il y en a pour avant l'indépendance, il y a d'autres qui sont venus en 86. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, il faut s'inscrire pour l'amélioration du fonctionnement des équipements. Ces centrales avaient justement besoin de ce genre de travaux pour répondre à la demande sans cesse croissante des populations en nette augmentation. Ce que j'ai vu ici, en comparaison avec ce qu'on a visité, je pense que EDG, avec Robusta, sur le travail qui est en train d'être fait, pourrait éventuellement nous aider à augmenter notre capacité. C'est-à-dire on va de 300 avec Amaria, aujourd'hui on est à 15, à 17 ici, sur ce site. Tout ça, ça va être extrêmement important, puisque le besoin est énorme, qu'on tienne le délai et qu'on puisse sortir cette capacité-là sur le réseau très très rapidement. Toute cette vision s'inscrit dans la grande vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a mis l'accent sur la souveraineté énergétique. C'est par la visite du poste de l'Insan réalisé par l'OMVG dans le cadre de l'interconnexion entre la Guinée et les autres pays voisins de la sous-région et la centrale électrique de Kindia en chantier également que le ministre de l'Énergie a regagné Conakry. C'est ambitieux. Identification des domaines agricoles. Une opération lancée pour 4 mois. Des équipes sont déjà sur le terrain. Chaque hectare de terre cultivable sera cartographié. But visé, constitue un répertoire fiable et précis. Fodé Kamara, Suleiman Kamara. L'organisation de la gestion du foncier agricole, l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires ANASA, en collaboration avec la Direction nationale du foncier rural et du patrimoine agricole, a lancé une opération d'envergure à Koya, dans la sous-préfecture de Wankifong. Objectif, identifier et cartographier les domaines agricoles appartenant à l'État. Le département a déjà toutes les cartes des domaines agricoles de l'État. Il prendra en fonction des différentes cartes et l'État peut attribuer maintenant en fonction non seulement les cartes qui sont là, les superficies exactes sont connues et à travers là, ça facilite aussi le travail et ça favorise aussi l'investissement agricole en Guinée. Sur le terrain, équipés de matériel technique et accompagnés de guides locaux, les agents identifient, mesurent et enregistrent chaque détail. C'est un travail quand même qui est un peu difficile, mais noble. Parce qu'on va contribuer réellement au développement du pays. L'enjeu de cette opération de 4 mois est de taille. En Guinée, comme dans de nombreux pays, les litiges fonciers sont fréquents et peuvent entraver le développement agricole. Il y a beaucoup de domaines ici, bien que les gens ont la tendance de négliger Koya, faut penser que c'est l'urbanisation seulement qui est là, bien que tel est le cas, mais sachez que vraiment il y a beaucoup de domaines qui nous restent. Nous ne sommes qu'au début, à la phase du début, et on n'a fait que d'abord juste une semaine, et nous sommes avec le 8e domaine aujourd'hui. Et je sais que ça nous reste beaucoup encore à faire. À Gbelerouré, comme ailleurs dans le pays, chaque hectare cartographié est un pas vers plus de transparence, de justice sociale et de performance agricole. Après Conakry, la marche rose s'étend sur Kindia, une initiative de l'artiste Siatolo, moment de partage d'expérience, mais pas seulement. On note la sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer. Amadou Touré.
par cette initiative appelée Marche Rose, suivie de cette rencontre d'information et de sensibilisation avec les femmes de Kindia, l'artiste Sia Tolno, à travers son projet Rose Espoir, lance la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein et du col de l'utérus dans la région de Kindia. Les femmes qui sont dans leur chambre, les femmes qui sont au marché, les femmes qui sont à l'hôpital, qui sont malades, quand ils voient qu'on parle de cancer, ça leur donne l'espoir pour dire qu'il aura la bonne solution. C'est pour ça qu'on a essayé d'amplifier la marche rose. Après Kindia, la Fondation Sia Tolno et ses partenaires entendent poursuivre leur initiative. Objectif, offrir les mêmes opportunités aux femmes de cette localité à comprendre les causes de cette maladie, mais également faire des plaidoyers pour une prise en charge des femmes des abîmes. Comment prévenir cette maladie? En faisant le sport régulièrement et aussi elles doivent contrôler leur alimentation. Au-delà de tout ça, informer les femmes qu'elles doivent aller faire aussi la mammographie. Parce que plus cette maladie elle est découverte tôt, plus on la guérit et elle peut se soigner. En faisant plus de 660 000 nouveaux cas en 2022 avec plus de 350 000 décès dans le monde, le cancer du col de l'utérus devient ainsi le 4e cancer le plus mortel chez les femmes, devenant ainsi un véritable problème de santé pour les femmes issues de milieux défavorisés, d'où ces types d'initiatives qui visent à leur offrir des opportunités de sensibilisation, de dépistage ou de prise en charge médicale. Il a été au cœur des programmes du mois d'octobre la riposte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. La Direction générale du patrimoine bâti a aussi mené la campagne. C'est une forme de sensibilisation sur les enjeux liés à la maladie multiforme. Jenny Ansani. Comme tous les services publics, la Direction générale du patrimoine bâti met cette journée à profit pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus à tous ses cadres. Une initiative saluée par plus d'un travailleur. Pour la Direction générale du patrimoine bâti, le bien-être des travailleurs fait partie de ses priorités, d'où la sollicitation de la Fondation Sia Tolno en vue de donner au personnel la chance de connaître son statut. Au terme de cette sensibilisation, 14 femmes se sont portées volontaires pour aller se faire dépister au centre de santé de Koléa. Santé auditive, il y a de cela un mois, la campagne d'implant cochléaire a été réalisée. 10 patients ont profité de ces interventions. Après la phase chirurgicale, l'heure est à l'activation de matériel médical. Une étape qui permet aux patients d'entendre les sons venant de l'extérieur. Hadia Toubari, explication. L'activation des processeurs est l'une des phases cruciales dans la restauration de l'audition par l'implant cochléaire. Elle donne la possibilité aux patients sourds déjà opérés de percevoir les premiers sons de leur vie grâce au matériel. Chaque étape est paramétrée en fonction de la quantité de réception du son par le patient. Cette étape-ci a consisté à placer la partie externe de l'appareil qui sera connectée à la partie implantée, et cette partie externe va capter le son pour les transformer, pour les envoyer à la partie interne qui est implantée, et ce qui redonne l'audition. D'écouter les voix des gens autour de lui
et d'imiter ça pour pouvoir parler. Cette phase d'activation de l'implant cochléaire se fait sous le regard des parents heureux. Les consignes leur sont données pour favoriser un bon usage des processeurs de l'implant cochléaire. Nous sommes là aujourd'hui pour l'activation de ces appareils que vous voyez là sur l'oreille de l'enfant et tout s'est bien passé. Et aujourd'hui on est très contents et on ne peut que les remercier de continuer ainsi parce qu'ils ont commencé cette fois-ci avec 10 enfants. Peut-être dans les mois, années à venir, ils peuvent avoir plus de 100 enfants. Quand on a les enfants en surdité, tout le monde sait que ça devient un handicap physique pour l'enfant. Alors si ces enfants-là retrouvent leur audition normale, ça c'est vraiment un sentiment de fierté pour nous. Et d'une manière franchement gratuite, on les envoie les appareils, on fait les installations. Après cette phase d'activation des implants cochléaires, ces patients seront soumis à des rendez-vous périodiques de suivi pour une bonne adaptation. Au nombre de 10 bénéficiaires, ils sortent ainsi de l'ombre de la surdité par un don d'implants cochléaires fait par la Fondation Lala Asma du Maroc à travers l'implication de la Fondation Sayoun Kamara. Une prouesse encourageante. Dans la capitale, plus d'une trentaine de structures se retrouvent. Elles agissent sous la bannière de la convergence républicaine. Principal message, manifester leur soutien à la candidature du général Mamadi Doumbouya, Marie-Angélique Bangoura. C'est un élan d'unité et de conviction qui s'affirme à quelques mois de la présidentielle de 2025 à travers la convergence républicaine. Les différentes coordinations des mouvements et associations citoyennes ont répondu présent à l'appel. Objectif, fédérer les forces vives autour de la candidature du président Mamadi Doumbouya. Nous nous engageons à œuvrer dans l'unité, la discipline et la transparence en respectant les principes républicains et les règles de neutralité institutionnelle. Nous appelons toutes les forces citoyennes, patriotiques et républicaines à rejoindre cette dynamique de convergence. La signature collective d'un acte d'engagement républicain a été l'un des moments forts de cette rencontre, un document par lequel plus d'une trentaine de structures s'engagent officiellement ici. Aujourd'hui, le peuple de Guinée, les femmes et les hommes regroupés dans les mouvements, associations de soutien, nous nous unissons comme un seul homme et d'une seule voix pour dire au général Mamadi Doumbouya, le peuple lui demande d'en être candidat. Sous le slogan « Rassembler, réformer, réussir », les participants affirment leur volonté d'unir les énergies autour de la victoire du général Mamadi Doumbouya dès le premier tour. Une dynamique citoyenne qui veut transformer le soutien populaire en force électorale décisive pour 2025. Présidentielle du 28 décembre, la candidature du général Mamadi Doumbouya a résonné à travers la capitale. Une décision vivement réclamée par les populations. Voyons tout cela avec Yaya Silla. Les citoyens de la préfecture de Koya remercient le général Mamadi Doumbouya pour la sécurité assurée et la quiétude retrouvée. Aucun autre ne peut être leur porte-flambeau si ce n'est le général Mamadi Doumbouya. Nous encourageons avec son respect et confiance à M. le Président de la République à se présenter à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 afin de poursuivre cette noble mission entamée pour la Guinée. Oui, nous sommes ici pour exprimer haut et fort notre volonté, notre conviction, notre excellence. Nous réclamons la candidature du président Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. La préfecture de Forêt-Karia a longtemps exprimé le souhait de voir le général Mamadi Doumbouya se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. En très laps de temps, le général Mamadi Doumbouya a fait ses preuves. Il a eu à réaliser beaucoup d'infrastructures dans toutes les régions du pays. Les travailleurs de la casse Grand Marché Madina étaient massivement mobilisés jeudi sur l'autoroute Fidel Castro pour exprimer leur soutien aux projets et programmes engagés depuis le 5 septembre 2021 par le président, le général Mamadi Doumbouya. Les vendeurs des pièces détachées se sont rendus en face du palais Mohamed V
pour que leur message soit porté à la connaissance du président Mamadi Doumbouya. Nous, on ne sait pas ce que le président pense, mais tout le monde doit se lever pour soutenir la candidature du général Mamadi Doumbouya. On est venu aujourd'hui pour que le président général Mamadi Doumbouya soit candidat obligatoire. Donc toute la caste de la Guinée sont mobilisés. On a vu le général Mamadi Doumbouya, c'est lui qui peut faire l'affaire de la Guinée. Elles ont choisi la maison de la presse pour s'exprimer. Elles, ce sont les gazelles du CNRD qui approuvent la candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Les gazelles du CNRD, fidèles à leur mission de soutenir et de valoriser les acquis de la refondation, lance aujourd'hui un appel clair, fort et responsable. En général, la Guinée a encore besoin de vous. Nous, femmes de Guinée, vous demandons de continuer la marche. Présentez-vous et nous serons 1 million à dire oui avec vous. Le Rio Pongo a un message pour le général Mamadi Doumbouya. Les habitants de Bofa, connus sous le nom de Araponka, sont sortis massivement hier jeudi pour exprimer leur soutien à la candidature de l'homme du 5 septembre. Le général Mamadi Doumbouya est le candidat idéal pour les Bofaka. Tous les jeunes de Bofa, de Mankunta, de Bungifidi, de Dupuru, de Kolia, de Tamita, de Koba et de la commune urbaine, de dire au président de la République que nous le soutenons aux prochaines gestions et nous lui demandons de se présenter. Habillés de t-shirts blancs, d'uniformes et tenant des pancartes à l'effigie du président Mamadi Doumbouya, les citoyens de la commune urbaine de Kagbélé sont descendus massivement dans la rue pour réclamer sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Le peuple de Guinée est témoin, Kagbélé est témoin de ça. Nous ne pouvons pas rester aujourd'hui sans venir lui témoigner notre satisfaction en lui demandant humblement de se présenter comme candidat et nous sommes derrière lui jusqu'à Sékou Touré. Sport foot d'Ingirai, tournoi doté du chef de l'État, c'est la 4e édition cette année. Les hostilités sont lancées, un rendez-vous footballistique qui regroupe la commune urbaine et les 7 sous-préfectures. Ibrahima Oulem Fofana, images et témoignages. Le tournoi doté du trophée général Mamadi Doumbouya devient une tradition d'Ingirai. Depuis 4 ans, sous la coordination générale du conseiller personnel du président de la République, El Haj Terno Mamadouba, la jeunesse organise ce trophée de soutien des idéaux du chef de l'État. Ici, au stade préfectural, le lancement de cette 4e édition regroupe l'ensemble des couches socio-professionnelles de Dinguiraye. Et ce qui est à l'origine de ces séries de compétitions organisées ici, c'est la jeunesse qui est complètement acquise par les réalisations accomplies par le TNRD et par son chef, le général Mamadi Doumbouya. Vous noterez que Dinguiraye n'est pas à marge de ses actions de développement. Ce coup d'envoi met aux prises la formation de Dialakoro, habillée en jaune, et celle de Lansana en vert blanc. Un match d'ouverture qui annonce un tournoi de convivialité basé sur le soutien du président de la République. Si le président général Mamadi Doumbouya est venu pour travailler, nous ne pouvons que l'accompagner dans le bon sens, faire de grandioses mobilisations pour lui témoigner réellement notre faveur. C'est pourquoi à chaque année, nous organisions un grand tournoi entre les 7 sous-préfectures de Dinguiraye, y compris la commune urbaine, pour faire vraiment des manifestations de réjouissance. Cette plateforme de communion permettra davantage à la population de Dinguiraye de promouvoir le vivre ensemble et accompagner le développement impulsé par le général président Mamadi Doumbouya. Constante fidélité à toutes et à tous, les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.